Ethereum, on en parle assez souvent et aujourd'hui, on a creusé jusqu'à 1395 $ quand même. Hein. C'est quand même, voilà, c'est profond. Voilà, on va pas se mentir. Et qu'on arrive sur ce gros niveau en orange, qui est un niveau horizontal qui date de 2019 et de 2019 principalement. Traiter les alts aujourd'hui de manière globale, pour moi, ça fait plus vraiment sens et ça fait d'ailleurs plusieurs semaines qu'on en parle. Les alts, aujourd'hui, elles sont plus à traiter un peu comme on va le faire au niveau des actions, même s'il y a quand même une corrélation de manière globale, les prendre de manière individuelle, puisqu'elles sont complètement différentes. Je pense qu'on était, et on est toujours sans doute, dans une spirale infernale où on est ballotté à droite et à gauche, en haut et en bas par Trump et son administration. Ouais, plutôt d'accord. J'avais entendu aussi parler d'une sorte de théorie sur la stratégie de Trump qui disait que son objectif c'est d'être imprévisible et ça marche très bien si c'est le cas, mais que c'est vraiment de semer le doute et que les puissances internationales se demandent vraiment qu'est-ce qu'il va faire, quoi. Qu'est-ce que ça va être son prochain move? On comprend pas. Un jour il fait quelque chose, un autre jour il fait autre chose. Et j'ai l'impression que ça colle plutôt bien à la réalité. Là, avec les tarifs, on va mettre tant de tarifs sur tel pays, sur telle chose. Des choses qui ont du sens, voire pas beaucoup de sens selon les analyses. Et ouais, je pense que c'est vraiment être imprévisible et rappeler au monde qui est la superpuissance. J'ai l'impression que c'était un peu un rôle que les États-Unis perdaient depuis quelques années, voire quelques décennies. Il y a quand même la Chine, ça reste solide. Hein. C'est aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé, tu vois, j'ai clairement envie que l'Europe switch quoi. On aille plutôt vers la Chine que retourner vers les US parce qu'au final, on a d'un côté un pays qui est ultra endetté et qui cherche effectivement à retrouver son statut, mais peut-être pas de la meilleure façon. Et de l'autre côté, on a la Chine qui est quand même assez posée, même si, bon, historiquement parlant, il y a plein de choses qui sont extrêmement négatives et on a une image de la Chine qui est pas forcément la meilleure, mais peut-être que finalement, c'est juste les médias qui nous donnent cette image-là. J'ai pas encore écrit l'actu, mais je vais peut-être vous mettre donc c'est Van Eck dans un de ses derniers articles de blog. En fait, Van Eck a affirmé que la Chine et la Russie utilisaient Bitcoin d'énergie. En gros, leurs achats et ventes d'énergie, de pétrole, d'électricité, etc. Voilà, selon Van Eck. Donc eux, ils donnent pas de source, ils disent que ça leur a été rapporté. Donc en anglais, c'est reportedly. Bah, c'est clairement des cas d'usage de BTC, quoi. Hein. On est en train de voir un petit peu des séismes à droite à gauche. Ce qui a été déclenché avec les tarifs et Trump, ça a quand même fait décaler les marchés de manière considérable. Au milieu de ça, il y a ce que va faire la Fed. On reparle de la machine à billets, on parle de plein de choses. Hein. C'est les risques de récession, les risques de stagflation. Bref, c'est un contexte hyper compliqué et qui est instable au possible avec tout ce qui concerne la monnaie fiduciaire américaine, le dollar, et de quelle manière finalement on va manipuler entre guillemets cette monnaie pour essayer de tenir à flot une économie qui est mouvementée par un seul homme finalement, enfin par un seul homme et son équipe quoi. Et donc là je suis sur le graphe du S&P 500, hein, le 2 avril c'est ici. Dans la journée du 2 avril ça allait à peu près, on avait même eu une hausse sur Bitcoin. Et derrière, le jeudi et le vendredi ont été assez catastrophiques. Et le lundi a été également pas terrible puisque ça marque notre point bas et un point bas qui, vous le voyez sur le S&P 500, est assez parlant puisque c'était le sommet de la hausse qu'on avait eu après le Covid, avant donc la phase de bear assez prolongée qu'on avait eu par la suite. Mais voilà, on est revenu tester des niveaux qui sont assez importants donc sur les marchés tradis. Mais malgré tout, on n'est pas encore sorti complètement de la vase. Moi, j'aime bien utiliser les retracements de 50%. Aujourd'hui, faudrait qu'on arrive à clôturer cette semaine au-dessus de ce niveau, en gros, pour invalider cette baisse assez puissante et se dire qu'on a une opportunité pour redresser la barre et éventuellement aller réintégrer le canal haussier qu'on a construit depuis maintenant presque 2 ans, 3 ans presque même. Ouais, 2 ans et demi. Donc, ce qui a déclenché le rebond, c'est une nouvelle intervention de Donald Trump hier, au milieu de l'après-midi. Hein, je crois que c'était au milieu de la séance de Wall Street, et qui indiquait que pendant 90 jours, l'essentiel des annonces qui avaient été faites le 2 avril
allait être interrompue, enfin mis en pause. On conserve, me semble-t-il, les 10%, hein, le tarif qu'ils ont décidé d'appliquer de manière forfaitaire, on va dire, et les 25% sur l'automobile, plus la guéguerre qu'ils sont en train de faire avec la Chine. Donc, bon, sachant que dans la matinée, hier, la Chine était montée un peu à l'escalade, ça se renvoie un petit peu la balle. On met 80%, on met 100%, on met 125%, bah, c'est à celui qui dira le plus gros tarif, mais c'est vrai que ça nous laisse quand même une part d'incertitude. C'est que déjà, dans 90 jours, on peut retrouver les tarifs tels qu'ils ont été présentés le 2 avril. D'ici là, on espère que les négociations vont se faire avec l'Europe notamment et avec les grosses, les gros blocs économiques. Pour la Chine, ça a l'air d'être un peu plus compliqué, mais c'est pas, ça date pas d'aujourd'hui, hein, la guerre entre Trump et les Chinois. Je sais pas ce qu'il a contre les Chinois, mais il les aime pas bien. Et honnêtement, on espère que ça va s'apaiser parce que c'est vrai que aujourd'hui, c'est les deux grosses puissances économiques. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en introduction. Va falloir quand même que ça s'apaise si on veut avoir un commerce international qui continue à fleurir comme il le fait depuis quelques années maintenant. Donc en orange du BTC et en rose du S&P 500. Donc pour vous montrer un peu que au cours des dernières semaines, on avait une volatilité qui était plutôt similaire, mais qu'avec les dernières annonces, le S&P qui est en rose a complètement chuté, alors que Bitcoin, lui, certes, a connu une baisse pendant le week-end, mais a plutôt bien tenu, à aller chercher des liquidations ces derniers jours, mais qui reste quand même beaucoup plus résilient et beaucoup plus fort que le S&P 500. Donc le S&P 500, c'est en gros les 500 entreprises les plus capitalisées des États-Unis, du marché des États-Unis, mais qui est historiquement très corrélé au Bitcoin. Historiquement, quand le S&P descend, Bitcoin descend avec, et inversement. Alors que là, on avait tout Twitter qui s'excitait aussi, parlait de découplement ou décorrélation, si on peut appeler ça comme ça, des deux actifs. Et donc c'est hyper intéressant, surtout dans un contexte de tension géopolitique, en tout cas d'incertitude au niveau des tarifs et de ce que va faire Trump. C'est intéressant de voir que Bitcoin certes descend un petit peu, mais beaucoup plus résilient que les marchés traditionnels qui historiquement sont moins volatiles que Bitcoin. Et donc là, si on voulait faire une comparaison, il me semble que Bitcoin perdait 1 ou 2% quand le S&P faisait cette chute-là de 10%, je crois, depuis les plus hauts en 2 ou 3 jours, si je me trompe pas. Il y a un bel avenir pour le BTC. La crise qu'on traverse, qui est une crise assez importante, hein, une crise dans les 20 dernières années, il y a un graphique qu'il faut quand même regarder. C'est le graphique du VIX sur les marchés tradis. On est je suis en journalier. On est quand même sur un truc qui est monté très haut. Et alors, on a eu le yen carry trade qui était monté aussi très haut, mais qui est redescendu très très vite. On le voit bien en hebdomadaire. Aujourd'hui, on est quand même resté assez haut perché, même si les news d'hier ont quand même fait du bien, hein, parce on est monté à 59 et on est en train de redescendre petit à petit. Mais voilà, le yen carry trade, lui, il n'avait pas clôturé aussi haut, hein, il était revenu très très bas. Donc c'était une crise qui s'était finalement résolue de manière très rapide, quoi. C'est un flash crash. Là, on était en train d'entrer dans un pack, pas flash crash, tu vois, dans un crash tout court. Et c'est vrai que bon, c'est satisfaisant de voir que finalement les dernières informations qu'on a reçues apaisent de manière globale, parce que on était quand même en train de partir vers quelque chose qui était au moins à l'échelle du crack Covid, voire à l'échelle des subprimes de 2008, quoi. Et vraiment, ce qui était dommage dans ces cas-là, c'est qu'on était arrivé sur des supports, tu vois, et qu'on était potentiellement prêt à un rebond. Et bon, là, on passe en dessous. On arrive pour l'instant à reconquérir ces supports. C'est plutôt un bon signe. Coinbase, c'est un peu pareil avec cette zone jaune là qui avait été franchie. On est en train d'essayer de reprendre tout ça. Bref, on a quand même dégradé pas mal les graphiques des actions crypto. Et MicroStrategy, pareil, hein, est venu chercher, elle, sa moyenne mobile 50, donc c'est pas si pire que ça. Mais bon, le rebond actuel, il est OK. Et tu vois que toutes, elles sont en négatif là, en pré-market. Bon, c'est pas un signe forcément catastrophique, mais ça reste voilà, que les gens continuent à se poser des questions. Ça, c'est le graphique de la dominance des stablecoins. Donc, dominance des stablecoins, en général, moi, j'ai trois parties, hein. J'ai une zone de bull market, donc qu'on a visité 2 fois cette année. Enfin, une fois en 2024, donc en mars, une fois en 2025, en début d'année, après l'élection de Donald Trump.
Et là, cette zone de transition qui est entre les deux phases, bull market, bear market, on est encore dans une phase un peu d'incertitude. C'est toujours le cas aujourd'hui. Et on est dans ce canal ascendant. Et on voit que la réaction qu'on a eue ces dernières heures nous permet de repartir un petit peu à la baisse, mais c'est pas encore la fête, quoi. Pas encore la fête, donc il y a encore de la prudence et on peut pas considérer dès à présent que voilà, on relance une phase impulsive haussière, bien au contraire. Donc bref, bon, Ethereum, on en parle assez souvent et aujourd'hui on a creusé jusqu'à 1395 $ quand même. Hein. C'est quand même voilà, c'est profond. Voilà, on va pas se mentir. Là, c'était marqué continuation. C'était le niveau que j'avais marqué, mais là, c'est plutôt le niveau qu'on doit reconquérir pour espérer une recovery sur le token. Si on regarde sur la longue time frame, on avait ce fameux range là entre 2000 $ et 4000 $. Hein, je l'évoque assez régulièrement. Ce pivot des 2000 $, c'était le pivot de bear market qu'on a réussi à franchir avant de réussir à faire une performance jusqu'à 4000 $. Aujourd'hui, on est passé en dessous. On a, semble-t-il, testé ce niveau. On va plus bas. On travaille cette zone de bear market aujourd'hui. On a des niveaux évidemment intermédiaires vers 1000 $. Puis le niveau extrême à 880 $. La question qui se pose sur Ethereum, c'est est-ce qu'on va réussir à retrouver de la force pour reprendre les 1756 $ et revenir dans cette zone de recovery et éventuellement rattaquer ce pivot des 2000 $ avec un franchissement des 2150 qui serait vraiment le niveau à franchir pour construire en fait une déviation sous le support des 2000 $. Ça, c'est le scénario plutôt bullish qui impliquerait qu'on réintègre ce niveau-là et on va rechercher les 2800 $ et éventuellement travailler un petit peu avant d'aller chercher les 4000. Donc ça, c'est dans le rêve de tous les détenteurs d'Ether, évidemment. On a envie de revoir aujourd'hui ce niveau qui paraît maintenant inaccessible des 4000 $. L'ATH, on n'en parle même plus parce que c'est vrai que ça paraît quand même assez compliqué. Les fondamentaux d'Ethereum n'ont pas changé. Hein. C'est plus aujourd'hui l'appréciation du prix du token par rapport à ses fondamentaux et à l'utilité du token, puisque c'est vrai qu'on a moins besoin d'Ether aujourd'hui pour aller faire des opérations sur le réseau, donc il y a une pression acheteuse qui est moindre. Et il y a le côté qui avait été pricé, la narrative de déflationniste, qui est aujourd'hui remise en question également, avec tous les problèmes de gouvernance. Enfin bref, je ne vais pas refaire la liste de tous les problèmes qu'on a cités et tout le FUD qu'il y a eu sur Ethereum ces dernières semaines et ces derniers mois. Mais ça reste voilà, fondamentalement un des plus gros projets de l'écosystème. C'est la deuxième capitalisation encore de l'écosystème aujourd'hui, mais qui effectivement, en termes de prix, aujourd'hui est en train de souffrir. Et dans la construction qu'on est en train de faire aujourd'hui, on pourrait avoir trouvé un point bas vers les 1400 $. Il va falloir patienter quand même 2 à 3 semaines, puisque si on veut marquer un creux significatif ici, il faut que déjà on clôture cette bougie et qu'ensuite on en dessine une nouvelle qui n'irait pas franchir ce creux-là. Et là, on pourra considérer qu'on a un creux majeur qui s'est dessiné. Et à partir de là, envisager de reconstruire pour aller chercher ce pivot à 2000 $. On peut regarder le THBTC parce que ça, c'est un des facteurs aussi qui peut aider Ethereum à rebondir. C'est qu'on arrive sur ce gros niveau en orange, qui est un niveau horizontal qui date de 2019 et de 2019 principalement. Ouais, janvier 2020, ok. Il me semblait bien, tu vois, j'avais toujours dit 2019 et 2020, et c'est parce que c'est le tout début de l'année 2020. Et rappelez-vous cette sainte époque où tout partait à volo et voilà, les portefeuilles s'envolaient. Donc on revient sur ces niveaux-là, qui sont des niveaux qui sont très significatifs sur Ether. C'est un niveau sur lequel l'actif doit réagir. Enfin, sinon, c'est retourner des niveaux de 2016. 2016. Donc ouais, il y a quand même des chances qu'on finisse par réagir. Aujourd'hui, je ne m'avance plus parce que voilà, on avait des divergences ici, on a eu une réaction et finalement on est reparti plus bas. On a eu quelques espoirs à plusieurs reprises et à chaque fois ça s'est soldé par une baisse. En plus, on a quand même une baisse qui est courbée vers le bas, qui montre quand même qu'il y a une énorme pression. On doit réagir. C'est vraiment le support pour moi de la dernière chance contre Bitcoin. Si sur ces niveaux-là, on n'arrive pas à réagir, c'est quand même très très inquiétant pour Ethereum. Et les excès amènent parfois à d'autres excès. Donc, c'est pas impossible qu'on ait une réaction très forte sur Ethereum.
Donc Ouais, voilà. c'est pour ça, je pense pour les Ethers, enfin pour ceux qui sont fans d'Ether ou qui veulent acheter de l'Ether, je pense qu'il vaut mieux attendre, quitte à rater un petit peu, potentiellement racheter à 1700, 1800 $, attendre un vrai bottom serait plus pertinent et plus safe. Parce que là, vu la tête du graphique, c'est plus direction les 1000 $ qu'un retournement qu'on pourrait voir arriver. Et, euh, et après, je vois dans le chat aussi, il y a Dorad qui parle des annonces de l'Ether Foundation. Je pense qu'il faut un peu mettre de côté les annonces parce que mise à jour sur mise à jour, annonce sur annonce ont été faites sur Ether depuis 2 ans et le price action n'a jamais été aussi mauvais. Donc il faut pas vraiment regarder, je pense, les annonces qui sont. Il faut regarder plus les métriques, ce qui se passe, s'il y a vraiment de l'adoption, s'il y a vraiment des gens qui achètent de l'Ether. Est-ce que les stakers, est-ce que les ETF vont pouvoir staker, même si je pense que c'est une très mauvaise idée pour Ethereum à long terme, au moins pour son prix, ça peut être bénéfique, donc d'un aspect purement spéculatif. C'est plus sur ça qu'il faut s'attarder que des annonces de l'Ether Foundation, etc. Après, je vois dans le chat, ça parle d'Atom. C'est vrai que la comparaison aujourd'hui, elle revient assez régulièrement entre Ethereum et Atom. Atom qui a un super écosystème, hein, qui a vraiment une tech qui est très utilisée par beaucoup, beaucoup de projets, qui a IBC qui fonctionne très, très bien. Mais la problématique au niveau de l'Atom, c'est de quelle manière on permet en fait au token de prendre de la valeur par rapport à son écosystème. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur Ethereum, les gens se posent un peu la même question. C'est comment Ethereum, le token, tire profit en fait du développement de son écosystème et de son réseau. Et voilà, c'est le cœur du débat, il est là, je pense. Bref, AAV du coup. Ouais, AAV, j'avais été un peu choqué en voyant qu'on était sur un repli de 70%. On a souvent évoqué le fait qu'on était probablement en bear market sur pas mal d'altcoins. Les configurations des alts, elles sont vraiment complètement différentes d'une alt à une autre. Donc si je vous montre ça et que je vous montre ça, voilà, c'est le jour et la nuit. Pour Mantra, c'est le gros point d'interrogation sur un peu comme Tron, on ne sait jamais s'il y a de la manipulation derrière ou pas. Toujours est-il que voilà, on est dans une alt qui est très forte et qui est toujours au-dessus de sa moyenne mobile 20 et qui là relance de manière assez puissante en cassant la moyenne mobile 7 et la bougie de la semaine dernière. Donc on est vraiment sur une réaction qui est très très positive et qui invite à penser qu'on va revisiter les plus hauts. Au contraire, on en a plein d'autres qui réagissent plus du tout. Donc voilà, traiter les altes aujourd'hui de manière globale, pour moi ça fait plus vraiment sens et ça fait d'ailleurs plusieurs semaines qu'on en parle. Les altes aujourd'hui, elles sont plus à traiter un peu comme on va le faire au niveau des actions, même s'il y a quand même une corrélation de manière globale, les prendre de manière individuelle, puisqu'elles sont complètement différentes. Et là, en ce qui concerne AAV, donc on a retracé 70% depuis les points hauts de décembre 2024. Et malgré des très bonnes nouvelles fondamentales, encore sur le token AAV qui effectivement est en phase de déployer le fee switch. D'ailleurs, je crois que c'est hier, j'ai cru voir un tweet de Mark Zeller en disant que ça a été activé hier. À vérifier, hein, que je vous dise pas de bêtises. Mais voilà, on a un prix qui est revenu sur une zone de sortie de bear market à 115 $. Donc voilà, AAV, c'est pareil, c'est un token qui est hyper intéressant, qui est un blue chip de l'écosystème et qui vient de retracer 70%. Donc bon, on a une polarité à 200 $ à récupérer pour envisager de reconstruire plus haut. On a la moyenne mobile à 20 mois et la moyenne mobile à 50 semaines qu'il faudra refranchir également à la hausse. Mais c'est des niveaux de prix qui sont quand même hyper intéressants et qu'on avait vu en mars 2024 sur des sommets. Est-ce que tu as vu la vidéo qu'a sorti Johan là, il y a quelques jours sur XRP ne sert à rien? J'ai regardé. Si, je crois que j'ai tout regardé, ouais. Il me semblait pas avoir fini, mais si, je crois que j'ai tout regardé. Et c'est dans le titre, hein, il y a rien. Parce que c'est vrai qu'on en parle quand même depuis longtemps d'XRP. Aujourd'hui, on est sur une valorisation de 100 milliards quand même, hein. C'est un des projets les plus capitalisés de l'écosystème. On est combien? On est quatrième. Quatrième. On est Bah, en ETH là. c'est assez fou, hein. Je pense qu'on peut. Enfin, il y a même pas mal de théories conspirationnistes qui pourraient expliquer pourquoi ce token est aussi valorisé que ça. Je pense qu'ils arrivent à envoyer du rêve et à faire croire à leur communauté qu'il y a des fondamentaux, alors que en réalité, il y en a pas ou peu. Par exemple, on parlait beaucoup de leur stablecoin il y a quelques mois et au final,
il y a quasiment pas de volume. Je crois que c'est il est en dehors en dehors des faudrait regarder, je vais pas te dire de bêtises, mais je pense pas qu'il soit très très haut. Ouais, c'est Parce possible. qu'il est sur des filaments même. Il n'y a que 80 millions de TVL sur la chaîne, la dernière fois que j'ai regardé. Donc, il n'y a pas grand-chose. Ouais, Hein. donc voilà, on a un des tokens les plus valorisés, alors qu'il est, voilà, il y a aucune activité. C'est assez drôle à voir, quoi. Et Ouais. surtout après, tout le monde parle c'est la compatibilité ISO 2200, un truc comme ça. 20.022. Ouais, 20022. Mais c'est bien, ça envoie du rêve, tu vois, mais quelle banque va vraiment l'utiliser? Quel Et même rêve. ils utilisent, ouais, même s'ils utilisent Ripple, c'est pas dit qu'ils détiennent du XRP, ou qu'ils vont en garder, ou qu'ils vont en acheter. Ils vont peut-être utiliser le réseau, peut-être, c'est même pas sûr. Et même s'ils le font, en fait, ils donnent aucune valeur à XRP. C'est juste l'entreprise Ripple qui empoche tous les frais qui sont pris pour le service. Donc voilà, un des pires projets selon moi. Mais là, on a eu le pump Trump, full Trump. Et derrière, on est en train d'essayer de consolider dans cette zone entre 2 et 3 dollars pour éventuellement aller plus haut dans les mois à venir. Ou pas, évidemment, hein, parce qu'on peut toujours casser à la baisse. Mais c'est vrai que là, on a une belle réintégration sur le XRP après la chute qu'on a eue ces derniers jours. Et on a aujourd'hui quand même un repère assez intéressant à 1,60 dollars. Donc à ça, on va revisiter plus bas, les 1,30, voire les 1 dollar. Donc XRP qui se reprend très bien et qui fait un joli rebond. Donc probablement parmi les tokens qui réagissent le mieux aux dernières news. Et qu'on a fait une belle bougie hier quand même. On est venu casser les sommets de la veille. C'est quand même assez propre. Et là, aujourd'hui, on vient retester ce niveau qui est assez intéressant. On a un autre que je voulais vous montrer, et je pense que ce sera le dernier, c'est le Monero. Le Monero qui est dans un canal haussier depuis quelques temps maintenant et qui est venu tester là avec les derniers événements le bas de son canal haussier qui confirme en fait la validité de ce canal. Je serais pas surpris de le voir quand même continuer à développer ce canal haussier et finir par visiter les 290 dollars. C'était un sommet qui avait été fait en avril 2022. Sur Twitter, c'est l'interview de Claudia Ortiz, qui est une députée et principale opposante à Nayib Bukele au Salvador. Donc, le Salvador, qui est un pays qui a Bitcoin en tant que monnaie légale depuis 2021, même si c'est un peu compliqué avec avec le FMI notamment, il y a eu beaucoup de modifications dans la loi, etc. Mais bref, donc on a fait aussi un documentaire il y a quelques semaines qui est sorti sur la chaîne YouTube, qui est juste ici, qui s'appelle Du pays le plus dangereux au monde à l'adoption de Bitcoin. Je vais vous partager le lien dans le chat pour ceux qui l'ont pas encore vu, qui est sorti il y a un peu plus de 2 semaines. Mais en bref, j'ai pas publié l'interview qu'on utilise aussi dans le documentaire. Et j'ai publié l'interview qui est dans le documentaire, mais cette fois en entier. Donc il y a toutes les questions, tous les sujets qu'on a abordés ensemble. On a beaucoup plus approfondi que ce qu'on voit en réalité dans le documentaire. Elle passe peut-être entre 5 et 10 minutes, un peu moins, environ 5 minutes dans le documentaire. Donc là, on a tout un entretien de 38 minutes. Donc pour ceux que ça intéresse, ce qui se passe au Salvador, ça a fait pas mal de bruit. Les journalistes salvadoriens ont repris pas mal de choses, ont fait des blagues et ont pas mal discrédité sur certaines choses. Voilà, il y a eu beaucoup de drama. Et pour ceux que ça intéresse, se renseigner un peu sur le Salvador ou juste sur son avis de Bitcoin, pourquoi est-ce qu'elle est contre Bitcoin, spécifiquement au Salvador, voilà, n'hésitez pas à regarder. C'est un bon moyen de se confronter à des avis différents des vôtres, si jamais vous aimez les débats. Ciao les gars, à la prochaine.